Salut, c'est ton boy Eddie aka Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur un nouvel épisode du Eddie David Podcast, le podcast qui te parle de basket. Salutations à tous les auditeurs qui écoutent le podcast en version audio et salutations à tous les visionneurs qui regardent le podcast en version vidéo. Alors aujourd'hui, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de 4 sujets. Il y a 2 sujets majeurs, il y en a 2 qui sont majeurs pour moi. Mais on va en parler de 4. On va en parler de Kristaps Porzingis et son histoire par rapport au viol. Je vais dire, je vais pas dire ce que je pense, je vais juste te dire ce qui est. Et ce sera malheureux, malheureux. L'histoire est malheureuse en tout cas. On va parler de Zion Williamson et son avenir en NBA. Comment il va pouvoir évoluer et arriver à un statut, parce que voilà, il y a certaines analystes NBA qui pensent qu'il est déjà top 20 dans les meilleurs joueurs du monde. Donc on va essayer de parler un petit peu de ça. On va aussi parler de la course, de la Rookie Race, Rookie of the Year et de la MVP Race aussi, parce que cette année, on parle de co-rookie et de co-MVP, notamment D'Angelo Russell avait tweeté par rapport à ça. Et enfin, on va parler par rapport à mon équipe, le Thunder, oui, bien évidemment, mon équipe de... Pas envie de dire de bras cassés, mais bon, voilà. On va commencer par l'histoire avec Kristaps Porzingis, qui est un peu... c'est vrai, elle est vraiment malheureuse. Pourquoi je vais d'abord récapituler les faits, pour ceux qui ne sont pas au courant. Je vais parler de ça. L'histoire avec Kristaps Porzingis, c'est quoi? C'est une femme afro-américaine bien évidemment aux États-Unis. Une femme afro-américaine accuse Kristaps Porzingis de viol le soir où il s'est fait les ligaments croisés. Le soir de sa blessure, à ce qu'il paraît, il était sous et il l'a frappé. Il lui a blessé, il lui a tiré les cheveux ou je ne sais pas. En tout cas, il y a eu agression physique et agression verbale aussi parce à ce qui paraît, il a insulté d'esclaves, il lui a dit que il était son maître, etc. Mais selon cette femme-là, il était sous l'emprise de l'alcool. Il était sous, il était pas bien et ils vivait dans le même immeuble à New York. Voilà, donc il faut récapituler les faits. Comment ça se fait pour tous ceux qui se demandent comment ça se fait qu'ils se connaissent, etc. Ils vivaient dans le même immeuble et à ce qui paraît, ils se parlaient déjà de base. Et ensuite, quand il a, à ce qui paraît, dessoulé, il a recontacté la femme, il a essayé d'apaiser les choses. La femme a voulu régler l'histoire en interne en allant contacter les Knicks de New York et en demandant $68,000 de dommages et intérêts, si je ne dis pas de bêtises. Dommages et intérêts. Un accord à l'amiable, en gros. Et il a... Jusqu'à présent, il n'y a rien. Genre, il n'y a pas de 68 000 € qui ont été donnés. À ce qui paraît, Kristaps Porzingis aurait signé justement le papier qui dit comme quoi on devrait lui donner 68 000 €, dollars. Pourquoi je dis euros depuis tard? Dollars. Mais ce n'est pas. L'affaire est en cours. La police a jugé que la plainte était recevable. Et du coup, Kristaps Porzingis fait l'œuvre d'une enquête. C'est un peu dommage. Moi personnellement, si vous voulez que je vous donne mon avis, je ne vais pas prendre le parti de X ou Y, je ne vais pas dire ouais c'est pas possible, parce que j'ai lu certains commentaires qui disaient ouais c'est pas possible, le mec s'est fait les ligaments, comment la même soirée, etc. Je ne peux pas prendre de parti, parce que s'il s'avère que c'est vrai, tous ceux qui ont dit ça, ils l'ont un peu dans le cul, si je peux dire ça comme ça. Mais je ne peux pas dire que c'est faux non plus, tu vois. Je peux juste te dire que ce genre d'histoire-là est regrettable, que ce genre d'histoire-là n'a pas lieu d'être sur Terre, mais bon, on vit sur Terre. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les yin, il y a le yang, il y a des mauvaises choses, etc. En passant, RIP Nipsey Hussle, le rappeur de Los Angeles qui est mort. Je n'écoutais pas énormément ses musiques, mais c'était une très grosse source d'inspiration et de motivation parce que je regardais énormément ses interviews et c'était quelqu'un qui était très 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 intelligent. Donc voilà, je passe là-dessus. On passe la période. Tu sais, j'ai lâché dès le début, j'ai lâché le premier mauvais bail, tu vois, le seul mauvais bail du podcast, parce que voilà, j'ai envie de finir sur une bonne note. Je vais finir sur le Thunder, donc je sais pas si c'est une bonne note, mais au moins ce sera déjà passé. Maintenant, on va passer à Zion Williamson. Zion Williamson, qui est très certainement le plus gros prospect. Je dis bien, pas en termes de stats, mais même peut-être en termes de stats, on peut faire un dossier là-dessus, mais c'est le plus gros prospect en termes, médiatiquement parlant, depuis LeBron James. Je pense très bien que c'est ça, et je pense qu'il est plus gros prospect même que Michael Jordan. Les médias ont augmenté depuis 1984 à aujourd'hui, donc là voilà, comment ça s'appelle ça, la comparaison n'a pas lieu d'être. Mais Zion Williamson, alors depuis une semaine, je regarde beaucoup de talk shows américains, ou même je lis quelques articles de presse qui disent comme quoi Zion Williamson aura un très gros mal à
faire la transition entre la NCAA et la NBA. Pourquoi? Parce que quand il était au lycée, il était superbe. Genre, c'est lui qui dominait. On voyait ses highlights, le mec qui dunkait sur tout le monde. Ça, on le voyait déjà. Il avait que 15 ans, etc. Quand il est arrivé à l'université, c'est-à-dire en NCAA cette saison, il est le plus gros prospect NCAA de cette saison. Et du coup, il profite de son athléticité. J'ai du mal avec ce mot, réellement. Mais arriver en NBA, ça va être plus compliqué. Et Zion Williamson, c'est un poste 3. Zion Williamson, c'est un poste 3. Quand tu regardes les postes 3 qu'il y a en NBA, que ce soit Kevin Durant, LeBron James, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Kawhi Leonard, tu vois, il va falloir aller chercher parce que ce qu'on reproche à Zion Williamson, c'est qu'il n'a pas de shoot. Zion Williamson, cette saison en NCAA, c'est 22,6 points de moyenne, 8,9 rebonds de moyenne et 2,1 passes en moyenne avec un pourcentage de réussite à 68%. C'est bien. Si on va dans le pourcentage de shoot, par exemple, à 3 points, il est à 33,8%, ce qui n'est pas mauvais. Par contre, là où on a un peu de mal avec les lancers francs, là où on a un peu de mal, c'est avec les lancers francs. Il tourne à 64% au lancer franc. C'est même pire que LeBron James cette saison. Et on sait tous que LeBron James en lancer franc, c'est pas très beau, tu vois. Mais ouais, non, franchement, comment est-ce que Zion Williamson va transitionner de la NCAA à la NBA? Est-ce qu'il va être... moi, déjà, je ne le considère pas comme le joueur le plus NBA ready, tu vois. Le joueur le plus NBA ready, pour moi, c'est R.J. Barrett. R.J. Barrett, où il y a un japonais, un afro-japonais, enfin, je sais pas, comment on appelle ça? Un Blasian, voilà, ils appellent ça un Blasian sur Instagram. T'as vu les mecs qui sont entre la culture afro et la culture chinoise parce qu'ils ont des hybridés, etc. Anamushi qui joue à Gonzaga, le numéro 21. J'ai oublié son nom, oui, je peux le dire, j'ai oublié son nom, mais je trouve qu'il est très bon. J'ai regardé un petit peu ses matchs de NCAA, il est très bon. J'ai regardé ses highlights aussi. En tout cas, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sont plus NBA ready que Zion Williamson en ce moment. Maintenant, est-ce que Zion Williamson va travailler? Oui, bien évidemment. Est-ce que Zion Williamson, quand il va arriver en NBA, il va affoler les stats, il va affoler les highlights? Oui, très certainement. Maintenant, dans quelle équipe va tomber? Les Knicks? Est-ce que les Knicks vont récupérer Kevin Durant et former un duo Kevin Durant, Zion Williamson et peut-être avec Kyrie Irving? On ne sait pas. Est-ce qu'il va tomber chez les Phoenix Suns avec DeAndre Ayton et Devin Booker, etc. On ne sait pas. Mais je pense que l'équipe qui va récupérer Zion Williamson devra faire un gros travail de fond sur son shoot. Parce que les shoots qu'on lui laisse souvent, les shoots qu'il prend souvent, ce sont des shoots ouverts. On le voit dans certains de ses matchs. Mais on ne l'a jamais vu créer de shoots particuliers. Et pour un poste 3... Et c'est pour ça, tu vois, les postes 3 comme Giannis, je pense qu'il a encore une très grosse marge de progression parce que quand Giannis va réussir à planter des shoots à 3 points, ça va être horrible, mais horrible à défendre, tu vois. Mais Zion Williamson n'a pas la même largeur, n'a pas la même envergure que Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo n'a pas la même athléticité que Zion Williamson. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que Zion Williamson va bien transitionner de la NCAA à la NBA? Il va bien transitionner. Parce qu'il sera numéro 1, il va travailler, il va faire ceci, il va faire cela. Est-ce que Zion Williamson va pouvoir, comment dire ça, va pouvoir créer est-ce qu'on pourra créer un run en playoff grâce à Zion Williamson? Je ne pense pas. Je ne pense réellement pas. À part s'il travaille, comme j'ai dit, s'il travaille son shoot. Parce que voilà, si tu additionnes le shoot qu'il peut avoir et son athléticité qu'il a maintenant, et que tu le couples avec une superstar qui peut le chapeauter et lui montrer, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, qui peut l'aider psychologiquement aussi, parce que voilà, on sait très bien que les rookies ont besoin d'aide psychologique pour s'adapter à la NBA, etc. Je pense que là, tu pourras avoir un Zion Williamson qui peut aller créer quelque chose en playoff, tu vois, aller créer quelque chose dans une équipe playoff, parce que je pense que si Zion Williamson arrive du côté des Knicks et que les Knicks réussissent un gros coup avec Kevin Durant, là on parle de quelque chose pour les Knicks. Là on parle de playoff pour les Knicks carrément, tu vois. Mais va chercher Kevin Durant, tu vois. Et il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de lui, qui tournent autour de Kyrie Irving, etc. Donc on ne sait pas encore. Maintenant la question était, est-ce que Zion Williamson va réussir sa transition de la NCAA à la NBA?
Oui, il va la réussir. Est-ce qu'il va devenir une, entre guillemets, superstar? Oui, mais pas par rapport à son jeu, mais par rapport à son engouement médiatique, à l'engouement médiatique qu'il génère. Il est déjà une superstar. C'est même pas qu'il va devenir. Et par rapport à tous les analystes NBA, il y a les analystes NBA qui disent qu'il est top 20. Ce sont des analystes NBA ce sont des journalistes NBA, plutôt pas analystes. Ce sont des journalistes NBA qui s'y connaissent dans le métier, qui ça fait longtemps, qui sont là, etc., etc. Mais chacun a son avis. Et moi, mon avis, c'est que Zion Williamson ne fait pas partie du top 20 des meilleurs joueurs du monde. Pas encore. Pas encore parce que je vais peut-être être rude, mais je ne pense même pas qu'il est le meilleur joueur NCAA. Clairement, tu vois. Ou le joueur le plus complet. Tu vois, le joueur le plus complet. C'est c'est le plus gros prospect. J'ai vu quelque chose quelqu'un qui disait, un post Instagram qui disait comme quoi c'est le plus gros prospect depuis Kevin Durant en 2012. Non, depuis Blake Griffin en 2012. Ouais, je suis en ouf, moi. Depuis Anthony Davis en 2012, c'est incroyable. Je suis en train de bugger depuis d'ailleurs. Depuis Anthony Davis en 2012, je l'ai vu sur Instagram. Et là, c'est très vrai parce que j'ai vu les stats un petit peu. Mais Anthony Davis, c'était totalement autre chose. Anthony Davis, ils sont allés chercher, je crois, ils ont fait un 16-1, un 16-0, un 16-1. Les Kentucky Wildcats, quand Anthony Davis était là. Anthony Davis, il savait shooter. Anthony Davis savait post-up. Anthony Davis savait pénétrer. Anthony Davis, voilà, il avait une très grosse panoplie que Zion Williamson n'a pas. Hein. Zion Williamson, je peux le considérer comme le type de prospect comme Blake Griffin. Il va aller numéro 1 draft. Il va pas avoir de très gros débuts en termes de panoplie offensive. Voilà, parce que j'étais en train de réfléchir, je voulais pas dire de très gros débuts tout court. De très gros débuts en termes de panoplie offensive. Mais au fur et à mesure du temps, il va s'affirmer, il va progresser, etc. Donc voilà, je pense que c'est ça le point même de si je devrais comparer Zion Williamson avec un joueur en NBA en ce moment, ce serait Blake Griffin. Il va arriver highlight sur highlight sur highlight sur highlight. Et après, il va prendre le temps de progresser, prendre le temps d'apprendre à shooter, prendre le temps de post-up, prendre le temps d'avoir un IQ basket et devenir l'un des tout meilleurs, j'ai envie de dire. L'un des tout meilleurs, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça, c'était mon point sur Zion Williamson. Et bien évidemment, comme vous le savez, vous pouvez réagir, bien évidemment, je ne vais pas le dire tout le temps, vous pouvez réagir dans les commentaires sur YouTube pour tous ceux qui me regardent. Ah, salut ceux qui me regardent. Et vous pouvez réagir également je pense, dans les commentaires de SoundCloud, dans les commentaires de Apple Podcast ou dans, je sais pas si Spotify a des commentaires, mais bon, vous pouvez me retrouver aussi sur Spotify. Vous pouvez réagir tout simplement par vous-même. Genre, vous parlez avec vous-même, vous répondez à votre appareil. Genre, je sais pas moi. Ouais, dis, t'as raison. Yes. Excellent. On va transitionner de Zion Williamson à la rookie race, et la MVP race. Alors, moi, j'ai un petit problème avec cette rookie race et cette MVP race. C'est par rapport... Non. Oui, c'est le même problème. En fait, c'est le même problème. T'as un Américain contre un Européen. Quand je dis ça, on me dit, ouais, mais dis, arrête, tu fais le gamin, machin chose. Les gars, c'est vrai. Genre, je sais pas si... Ok, d'accord, on va parler de stats. Ok, d'accord. On va commencer par la rookie race. Ok, d'accord. Trae Young, depuis qu'il est revenu du All-Star Break, il tourne à 25 points, 4,6 rebonds et 9,3 passes. D'accord, très bien. Il met des game winners, il fait des highlights, etc. On parle du post All-Star Break. Là, on ne parle pas depuis le début de la saison. Le début de la saison, c'était en octobre. Et depuis le mois d'octobre, Luka Doncic pose des stats. Regarde, pré-All-Star, depuis le début de la saison, Luka Doncic tourne à 20 points, il tourne à 7,2 rebonds et il tourne à 5,6 passes. Post-All-Star, Luka Doncic tourne à 22,5 points, à 9,3 rebonds et à 7 passes. Pré-All-Star, il a joué 55 matchs. Post-All-Star, il a joué 15 matchs. Ok, d'accord, on peut se dire. Trae Young, il a joué 58 matchs pré-All-Star. Il tourne à 16,9 points, 3,3 rebonds et 7,6 passes. Et post-All-Star, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il n'a joué que 19 matchs. Donc, il y a un gap, c'est sûr qu'il y a un gap qui s'est créé entre les stats avant et après All-Star pour Trae Young. Mais Luka Doncic, il est là depuis le début de la saison. Donc, je ne vois pas à quel moment tu vas me dire que quelqu'un qui est
je comprends pas, je ne comprends pas. Le mec est là depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, il fait des trucs de ouf. Depuis le début de la saison, il porte les Dallas Mavericks littéralement sur son dos à lui tout seul. Je le dis bien, à lui tout seul. Bon, c'est vrai que c'est un sport d'équipe, hein. Mais s'il n'est pas là, j'allais dire, s'il n'est pas là, on voit la différence. Mais les Mavericks, ils ont battu. Ils ont battu le Thunder récemment sans Luka Doncic. Ah, la honte. De toute façon, on va parler d'eux après. Mais, voilà, vous avez compris le fond du truc. C'est Luka Doncic n'est pas là. On le sent sur le terrain pour les Dallas Mavericks. Trae Young aussi. Je ne suis pas en train de dire que Trae Young nul, etc. Non, absolument pas. Trae Young est très certainement le deuxième meilleur rookie de cette QV, tu vois. Mais Luka Doncic, il écrit son livre de Rookie of the Year depuis le début. Depuis le soir même du début de la NBA, du début de la saison de la NBA. Trae Young, il a mis un peu plus de temps. Il y a eu beaucoup de critiques. On se rappelle, les matchs qu'il a joués, il avait tapé 2-3 airballs. Tout le monde disait, waouh, gros, t'aurais dû rester du côté des Sooners d'Oklahoma. Une année encore en NCAA, etc. Il a fermé la bouche aux haters, clairement. Mais ce n'est pas le Rookie of the Year, non. Je ne suis pas là. La même chose on va basculer là-dessus. On va switcher pour la MVP race. Giannis Antetokounmpo, James Harden. Pour moi, Giannis Antetokounmpo est MVP non, pas haut la main. Ça se tape. Mais Giannis Antetokounmpo est le MVP. Pourquoi ? Parce que quand Giannis Antetokounmpo n'est pas sur le terrain, ça se sent. Tout comme James Harden, tout comme Trae Young, tout comme Luka Doncic, ce sont des playmakers. Ce sont des gens qui changent le game. Maintenant, Giannis Antetokounmpo aussi écrit son histoire de MVP depuis le début de la saison. James Harden a mis 3-4 mois où il n'était pas tip-top. Et après, il s'est mis en marche. Et vous allez tous me dire, oui, mais Chris Paul n'était pas là, Clint Capela n'était pas là. Quand ils étaient là, James Harden n'était pas au top aussi. En début de saison, il n'était pas au top. Et moi, je ne peux pas me permettre de dire que tel est bon parce que depuis les 3 derniers mois ou depuis les 4 derniers mois, il est oufissime. Non, il ne faut pas oublier les mois précédents. Il ne faut surtout pas oublier que Giannis Antetokounmpo, offensivement et défensivement parlant, il est présent. Offensivement parlant, c'est l'un des meilleurs, top 5, top 10. James Harden, c'est très certainement top 1. Je parle comme si je jouais à Fortnite. Mais défensivement parlant, Giannis, c'est top 5. Top 2, carrément, tu vois. En défensive win share ou un truc comme ça, tu vois. Et James Harden, c'est pas forcément ça niveau défensif. Et les Bucks, c'est la seule équipe qui est top 5 en attaque, top 5 en défense. Donc, à un moment, je veux qu'on prenne le temps de se dire, ok, d'accord, la saison régulière est longue. Parce qu'il y a mon ami Samy de la Franchise Sport News qui disait, en début de saison, quand le Thunder avait commencé avec 4 défaites, la saison est longue. Laissez le temps. La saison est longue et on a tendance à oublier les débuts de saison. On a tendance à oublier la dominance que Giannis a mis depuis le début de la saison. Il est arrivé dans la ligue en disant, cette année, c'est moi le MVP. Personne n'était à son niveau au début de la saison. Après, les gens se sont réglés. Paul George a à un moment fait éruption. Bon, maintenant, depuis son retour de blessure, malheureusement, son éruption a fait Je cherchais un mot, mais une disparition. Voilà, une disparition. Je cherchais un mot en ion. Son éruption a fait une disparition. Mais James Harden et Giannis Antetokounmpo sont les deux concurrents. Mais pour moi, Giannis Antetokounmpo est au-dessus. Je suis désolé, il est au-dessus. Même si c'est légèrement, il est au-dessus. Luka Doncic, pareil. Et en plus, il y a un journaliste NBA qui disait récemment, je crois que c'est Chris Broussard, qui disait comme quoi le problème qui va faire que Giannis ne sera pas... Enfin, la chose peut-être qui va faire que Giannis ne sera pas MVP, c'est qu'il n'a pas de flashlight. Il n'a pas de personnalité, genre un ego surdimensionné comme un Joel Embiid, comme un James Harden. Enfin, quand je dis ego démesuré, je ne dis pas qu'ils se la pètent. Je dis juste qu'ils n'ont pas le swag pour être considérés comme la face de la NBA. Parce que quand tu es MVP, tu es la face, enfin, tu fais partie des phases de la NBA. Tu es même la face de la NBA, tu vois. Parce qu'on regarde Kevin Durant, Stephen Curry, Russell Westbrook, etc. Ils ont un flow, ils ont un caractère. Stephen Curry, on sait que c'est le mec qui shoot à 3 points, il se la pète, etc. Et voilà, il est considéré un peu comme l'américain de tous les jours parce qu'il n'a pas un physique de fou, etc. Kevin Durant aussi, il est considéré comme la face de l'NBA parce que on sait très bien que c'est l'un des all-time great offensivement parlant. Il a gagné 2 titres en 2 saisons, 2 titres de MVP des finales. LeBron James, pareil. Ils ont tous quelque chose. Joel Embiid, ils ont tous quelque chose que quand tu regardes, tu dis, hey, j'aime bien être comme lui parce qu'il fait ça. Tu vois, Giannis Antetokounmpo, quand tu le regardes, tu dis, j'aimerais bien être comme lui parce qu'il joue comme ça. Tu vois, il n'y a pas de truc hors terrain.
Il n'y a pas d'histoire genre, ouais, vas-y, moi je vais venir avec un masque de je ne sais pas quoi, machin, truc. Non, il n'est pas là-dedans, tu vois. Et lui-même, il a dit, si tu ne me donnes pas le MVP par rapport à si tu ne m'aimes pas par rapport à mon jeu, ah, casse-toi, dégage, qu'est-ce que tu veux d'autre, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça le problème, c'est que je sais pas si j'ai le droit vraiment de dire que c'est parce qu'ils sont européens et les autres sont américains, etc., etc. Mais je dis parce que on sait très bien, on le sait très bien que les Américains, ils ont toujours cette mentalité de American first, genre les Américains en premier et le reste derrière, tu vois. Est-ce que ça joue? Je pense, réellement je pense. Je pense énormément et puis, mais de toute façon, je vous ai donné mes pics depuis le début de la saison. Giannis Antetokounmpo sera MVP. Et en rookie, je sais pas si je l'avais donné depuis le début de la saison, mais voilà, dès le premier mois de la saison, j'avais dit, hey, Luka Doncic, ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars. Et je vais rester avec ces mêmes pics jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je vais militer. Et j'espère qu'ils seront et Rookie of the Year et MVP. À la limite, je pourrais donner un court Rookie of the Year sur Trae Young et Luka Doncic. Même si j'ai du mal à accepter ça. Mais co-MVP, non. Non, c'est Giannis Antetokounmpo, je suis désolé. Et en parlant de Luka Doncic, on va switcher sur le Thunder, sur la dernière séquence de ce podcast, parce que j'ai décidé de faire un podcast de 30 minutes environ. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai pas mis la phase où on parle des classements, etc. Je vais juste faire un truc où on parle un petit peu d'actualité, etc. Voilà. Je vais voir comment ça donne, je vais voir ce que ça donne, si vous kiffez pas, je verrai comment je vais essayer d'améliorer le podcast, tu vois. Mais comme je disais, on va switcher sur le Thunder, parce que pourquoi je parle de Luka Doncic du Thunder, c'est parce que Luka Doncic a été absent contre le Thunder récemment, il y a quelques jours, et on a perdu quand même. et c'est même pas on a perdu genre, on a bien joué, et non, on n'a pas bien joué. On a perdu parce que, de 1, on s'est fait laminer, on s'est fait rincer à 3 points, et on a essayé de faire un retour. On a fait un retour parce qu'à un moment, on s'était mangé un plus 10 ou un plus 15, un truc comme ça. Je dis on parce que je suis fan du Thunder, a fait un retour. Et on s'est fait battre quand même. Ouais, on s'est fait battre quand même. Et ça pique. Franchement, ça pique. Là, ce soir, cette nuit, on va jouer contre les Los Angeles Lakers. Je dis cette nuit, pourquoi? Parce que j'enregistre mardi et je sors le mercredi. Donc, je ne sais pas comment va se passer le match. Mais comme je l'avais dit sur l'antenne de Winamax, ces deux matchs-là, on va gagner un, on va perdre l'autre. Si on gagne contre les Mavericks, on perd contre les Lakers. Si on perd contre les Mavericks, on gagne contre les Lakers. Vous allez retenir ça. Vous allez écouter ce podcast et vous allez me dire, ouais, gars, t'avais raison. Ils ont gagné ou ils ont perdu. Donc là, ce soir, on joue contre les Lakers. Les Lakers qui n'ont plus LeBron James, qui est maintenant benché jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est pour un autre sujet qu'on approchera très certainement dans les prochains podcasts. Ensuite de ça, le Thunder affronte les Detroit Pistons. Ils affrontent les Minnesota Timberwolves. Ça peut aller. Les Minnesota Timberwolves, ils sont éliminés. Les Detroit Pistons, eux, ils sont encore en liste. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, ils sont encore en liste pour les playoffs. Parce que là, cette nuit, ils ont joué. Et je vais regarder ça tout de suite. Parce que je ne vais pas dire de bêtises. Ils sont encore en liste pour les playoffs. Parce qu'ils sont 6e. Ils sont 6e. Et du côté de la conférence Est, de la 6e à la 10e place, rien n'est encore joué. Donc, ils sont encore en phase pour les playoffs. Ils peuvent essayer d'aller chercher quelque chose. Ensuite, déplacement du côté des Timberwolves. Bon, normalement ça devrait aller. Karl Anthony Towns, je ne sais pas ce qui lui arrive depuis un certain temps. Je pense qu'ils veulent tanker aussi. Alors, ils veulent juste aller récupérer des bons pics. Ensuite de ça, les deux derniers matchs. Houston Rockets, Milwaukee Bucks. Boy, ça c'est les deux derniers matchs du mois d'avril. Je pense qu'ils vont marquer les matchs de la fin de la saison, hein, bien évidemment, parce qu'après on entame les playoffs. Yes. Alors pour moi, je pense que le Thunder va finir 30e. Wow, 30 minutes est resté dans ma tête. Je pense que le Thunder va finir 8e. Ils vont devoir affronter les Warriors. Franchement, je prie de tout mon cœur que les Nuggets finissent premier. Franchement, je prie de tout mon cœur que les Nuggets finissent premier. Parce que s'ils finissent premier, tu vois, je peux espérer me dire, c'est quoi, on va essayer de passer au deuxième tour. Deuxième tour, on va essayer de passer, tu vois, et arriver peut-être en finale. Peut-être en finale de... il n'est pas interdit de rêver. Mais franchement, vu comment c'est parti, c'est chaud. Franchement, c'est très chaud. Je pense que les Warriors vont finir premier. Je ne l'espère pas, mais je pense... Là, ça va être compliqué. Là, ça va être très compliqué de jouer les Warriors en premier tour. Et même si on passe les Warriors au premier tour,
franchement, si on passe les Warriors au premier tour, je pense que les Nuggets et les Rockets nous seront redevables. Parce que on leur ouvre un chemin pour aller en finale de NBA. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que ce sera un chemin de tout repos, etc. Mais on t'enlève le plus gros contender de la NBA, tout simplement. Et il ne faut même pas aller chercher de loin de la NBA parce que double tenant en titre, si t'enlèves ça, mais tout le monde sera content. Mais tout le monde sera en mode, je sais pas, ce sera, j'allais dire un truc un peu salace, genre ce serait comme des Antillais qui voient des meufs en boîte, mais t'as vu, si je vais dire ça, on va dire que tu respectes pas les Antillais, non, on est ensemble, on est en bleu sang, il y a rien, il y a foy comme on dit. Mais non, franchement, pour revenir plus sérieusement au Thunder, je pense que ça va être très compliqué de jouer les playoffs. Vu comment on joue, vu comment Paul George a disparu, vu comment Russell Westbrook est reparti dans ses travées, vu comment Steven Adams, c'est peut-être la seule non-déception absolue. C'est une déception, mais pas absolue, parce que Russell Westbrook, je pense qu'il va aller chercher son triple-double de la 3e saison d'affilée. Paul George, j'espère qu'il va se remettre en mode. Le banc disparaît. Wow, il disparaît au bon moment, au meilleur des moments. Et je pense que c'est là où on voit la faiblesse de coaching de Billy Donovan. Parce que quand tout va bien, tu vois, quand tout roule bien sur des roulettes, etc., tout le monde dit, ouais, Russell Westbrook, Paul George, c'est excellent, nanani, nanana, Bill Donovan, hey, vrai coach. Quand tout va mal, c'est là où on voit les lacunes du coaching de Billy Donovan, parce qu'on voit plus un coaching universitaire où, voilà, on met plus en place le 1v1, on met plus en place le ceci. Et ça, c'est pas bien. Il n'y a pas de fond de jeu réel, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas cool. Heureusement, il y a Jeremy Grant aussi qui est une non-déception absolue. Parce que voilà, il est vraiment pas mal, il a un bon apport. Mais il va falloir rectifier le tir pour le Thunder. Il va falloir rectifier le tir pour le Thunder parce que si on roule comme ça, en playoff, on va se faire rouler dessus. On va se faire malaxer. Genre, sweep, 4-0, bim bim. Il n'y a pas de départ sans retour, tu vois. Et il faudra revenir l'année prochaine et se dire, ouais, vas-y, t'as vu. Non, il faut qu'on arrive, on pose les couilles sur la table comme sel et poivre et on game. Et il faut que ça commence dès ce soir face aux Lakers, que ça continue face aux Detroit Pistons et que ça finisse face aux Milwaukee Bucks et face aux Milwaukee Bucks et aux Houston Rockets. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. À chaque fois, tu sais, ce qui est pas difficile, mais ce qui est particulier, c'est que je parle à la caméra et à chaque fois, je me dis, je vais faire des cuts. Alors que non, c'est un podcast. Je ne fais aucun cut. Il n'y a pas de cut là. Enfin, si, il y en aura un parce que ma caméra s'est arrêtée après 30 minutes. Voilà, c'est les aléas du truc. Donc, je vais faire le seul cut pour recombler l'arrêt de la caméra. Mais hormis ça, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous allez participer à l'évolution de ce podcast en le partageant, en commentant, en likant, en vous abonnant, en faisant tout ce qu'il faut. Voilà, je dis ça comme ça. On se retrouve pour la semaine prochaine, mercredi prochain à 18h pour un nouveau podcast. C'était votre boy Eddie, je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, pensez basket.